Bonjour, bonjour. Mon but aujourd'hui, c'est de parler de nano-ordinateur. Donc, on va faire le tour de qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est différent d'un microcontrôleur, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec, puis donner un exemple d'utilisation, en fait, donner une petite marche à suivre sur comment utiliser un Raspberry Pi, qui est de loin le nano-ordinateur le plus connu. Qu'est-ce que c'est un nano-ordinateur? Ben, selon Wikipédia, c'est un ordinateur qui est plus petit qu'un mini-ordinateur, en fait qu'un micro-ordinateur, qui était lui-même plus petit qu'un mini-ordinateur. Alors, ouais, c'est un ordinateur qui est petit. Un mini-ordinateur, ça ressemblait à ceci, selon Wikipédia, encore une fois, donc gros comme un frigidaire, c'est un mini ordinateur. Puis, on a ici les micro-ordinateurs, quand même plus petits que les mini-ordinateurs, dans les années 80. Et le nano-ordinateur, ben, c'est un ordinateur de taille, à peu près d'une carte de crédit, généralement. Donc, c'est ce qu'on va appeler les nano-ordinateurs. Sur la page en anglais de nano-ordinateur, il est mentionné qu'on pourrait inclure les téléphones et les tablettes dans la catégorie nano-ordinateur. Personnellement, je trouve ça un peu inutile parce qu'on les appelle déjà téléphones et tablettes. Donc, le nano-ordinateur, le Raspberry Pi. Il y a d'autres exemples que Raspberry Pi. En fait, l'autre exemple le plus connu qui me vient en tête, c'est le Bella, que j'ai ici, donc de chez, en fait, de la compagnie Bella, qui produit le Bella. Autrefois, ça s'appelait BeagleBone. En fait, les produits s'appelaient BeagleBone. Black, blue, green, il y avait différentes couleurs. Alors, le nano-ordinateur, la différence par rapport au microcontrôleur, c'est que le microcontrôleur, c'est un système qui, c'est une puce électronique qui va comprendre tous les éléments nécessaires, à même la puce, pour avoir un système informatique fonctionnel. Donc, on va avoir la mémoire, on va avoir le code, on va avoir des entrées-sorties. Donc, puis la chose qu'il n'y aura jamais sur un microcontrôleur, c'est un OS, un système d'exploitation. Donc, sur un microcontrôleur, on écrit notre code dans Arduino, par exemple, et c'est ça le code qui est exécuté sur notre microcontrôleur. Il ne fait rien d'autre. Sur un Raspberry Pi, comme si je vais dans les produits ici, Computers, Hardware. Donc, si je vais dans les produits ici, de Raspberry Pi. Donc, ça ici, le Raspberry Pi Pico, ce n'est pas ce n'est pas un nano-ordinateur, c'est un microcontrôleur. Et le Raspberry Pi 4, par exemple, lui, c'est un nano-ordinateur. Et il va falloir installer un OS dessus. Donc, c'est un OS qui va contenir toutes les fonctionnalités d'un ordinateur complet, comme nos téléphones ou nos laptops, ou peu importe. Sur les Raspberry Pi et la plupart des nano-ordinateurs que je connais, ce sera le cas du Bella aussi, on va devoir installer un système d'exploitation Linux. Je sais qu'il y avait une version de Windows qui fonctionnait sur Raspberry Pi à un certain moment, mais je ne sais pas si c'est encore le cas. Donc c'est relativement simple d'installer Linux et je vais faire le tour avec vous de comment utiliser Linux sur un Raspberry Pi. Alors, l'avantage d'un nano-ordinateur comme celui-là, c'est que on a un OS complet et comme on a un OS complet, on peut installer les logiciels qu'on connaît et qu'on aime. On peut décider d'installer Pure Data, par exemple, sous Linux. On peut décider d'installer Super Collider sous Linux. On peut décider d'installer Reaper sous Linux. Donc, on peut avoir tous ces logiciels-là et comme il y a des prises USB, donc sur notre nano-ordinateur, on va pouvoir brancher des interfaces audio numériques, donc des convertisseurs, avoir du son. Le gros avantage des nano-ordinateurs par rapport à un ordinateur complet, c'est que ça coûte franchement moins cher. Donc ici, le Raspberry Pi 4, en fait, je vais vous montrer celui-ci, le Raspberry Pi 02W. On va aller voir. On nous parle de 15$ ici, donc c'est vraiment pas cher.
faut pas prendre ça pour acquis dès l'instant, parce que, bon, en dollars canadiens, c'est 18,95 présentement, sauf que c'est out of stock. Donc, ça va être très, très difficile de se procurer des nano-ordinateurs présentement, en tout cas des Raspberry Pi. Puis aussi, ce prix-là, c'est uniquement pour la plaquette, mais avec la plaquette seulement, on ne pourra pas aller très loin. Il va falloir rajouter des éléments. Donc, il va falloir anticiper des achats supplémentaires. En fait, je vais vous montrer mon exemple ici. Alors, j'ai mon Raspberry Pi 0W. Ce n'est pas le Raspberry Pi 02W qui est actuellement en vente sur le site internet de Raspberry Pi, bon, des endroits où ils vendent des Raspberry Pi. C'est une version un peu plus vieille, mais sa forme est tout à fait semblable. Donc, ceci, ça va coûter 15-20$, peut-être un petit peu plus, mais ça va prendre plusieurs éléments pour pouvoir le faire fonctionner. La première chose que ça va prendre, c'est une carte SD ici qui peut coûter un peu de sous. Donc, la carte SD, oui, c'est ça, ça va coûter probablement à peu près le même prix que le nano-ordinateur lui-même. Donc, ajouter une carte SD ici. Puis, particulièrement sur le Raspberry Pi, pas particulièrement, mais une chose absolument essentielle dont vous allez avoir besoin, ça va être une alimentation comme celle-ci. Donc, le Raspberry Pi 0W a besoin d'une alimentation micro USB, comme celle-ci. Et donc, si je viens faire un petit zoom in, comme ça. Alors, il y a deux prises micro USB sur le Raspberry Pi 0W, Power In et USB. Donc, il y en a une qui est vraiment un port USB et l'autre qui est une alimentation électrique. Alors, je vais brancher ça ici et alimenter ça éventuellement un peu plus tard. L'alimentation assez standard va nous donner 5 volts. En fait, la ligne importante à considérer pour l'alimentation, c'est le output, c'est la sortie. On va avoir besoin de 5 volts et 2 ampères. Pour le Raspberry Pi que j'ai, le minimum, c'est 1,2 ampères. Je rappelle qu'on peut fournir beaucoup plus d'ampères que nécessaire, ce n'est pas un problème. Les tensions électriques doivent absolument correspondre, donc 5 volts, ça doit être exactement ça, mais les ampères, tant qu'il y en a suffisamment, on est correct. Donc mon Raspberry Pi a besoin de 1,2 ampères si j'en fournis 2, si j'en fournis 3, si j'en fournis 4, c'est tout à fait fonctionnel. Donc ici, en entrée, ce que ça nous indique, c'est que ça va fonctionner avec n'importe quel type de courant alternatif en entrée, donc de 100 à 240 volts ou 50 à 60 Hz, dépendant du pays dans lequel on se trouve, cet adaptateur-là va fonctionner. Ça aussi, ça a un certain coût, donc ouais, ça peut coûter presque le même prix que le nano-ordinateur, donc voilà. Si vous voulez brancher des périphériques aussi au nano-ordinateur en USB, vous allez avoir besoin probablement d'un adaptateur comme celui-ci, qui va se brancher ici en micro USB, et vous allez pouvoir brancher des périphériques ici, comme par exemple une interface audio numérique. Si vous voulez brancher plus qu'un périphérique, ça va probablement vous prendre un petit hub comme celui-ci, donc pour pouvoir brancher plusieurs appareils, voilà, comme ceci. Si vous voulez faire du son avec le Raspberry Pi, ça va vous prendre avec celui-ci particulièrement, ça va vous prendre une interface audio. Vous pouvez en trouver des vraiment pas chers, comme par exemple cette chose qui comprend juste des prises 1.8 en entrée et en sortie. C'est très très cheap, ça sonne pas bien, mais ça peut faire le travail pour avoir de l'installation, dépendant des besoins qu'on a. Donc voilà, ce genre de truc-là, ça peut coûter moins de 10$. On pourrait le brancher ici directement ou dans le hub. Je vais le brancher ici directement. On va s'en servir un peu plus tard. Donc, voilà, ça fait quand même pas mal de choses. Ah, j'oubliais. On va avoir aussi besoin de ce câble. Donc, un autre câble rouge. C'est un câble de mini HDMI à HDMI. Ouais, sur ce Raspberry Pi-là, donc une prise
prise mini HDMI pour brancher mon Raspberry Pi à un écran. Donc, c'est un ordinateur complet. On va installer un OS sur la carte SD. Et on va pouvoir raccorder une souris, on va pouvoir raccorder un clavier et un écran, puis l'utiliser comme un ordinateur complet. Maintenant, je vais pas faire ça présentement. Ce que je vais faire, c'est que je vais installer l'OS et on va pas brancher de clavier, pas brancher de souris, pas brancher d'écran. On va plutôt se connecter en remote desktop à notre Raspberry Pi. Donc, on va y accéder à distance, puis on n'aura pas besoin de brancher un écran. Donc, c'est assez fabuleux. Donc, je rappelle au passage que j'utilise un Raspberry Pi 0W, qui est une version plus petite que la version classique du Raspberry Pi. Bon, il y a plusieurs versions, le Raspberry Pi 1, 2, 3, on est rendu à 4 maintenant, donc qui tient dans la main, comme on voit sur l'image ici. Sur cette version-là, on va avoir donc plusieurs ports USB qui sont là, un port Ethernet, on va avoir du Wi-Fi, 2 ports HDMI, l'alimentation va être en USB-C, donc oui c'est ça, on va avoir une sortie audio aussi, un jack 1.8, donc dans beaucoup de contextes, on va plutôt opter pour le Raspberry Pi version classique, donc Raspberry Pi 4, si on n'a pas besoin d'avoir quelque chose qui est plus petit ou vraiment pas cher. Si on veut préparer un OS pour utiliser notre Raspberry Pi, ben voici comment on va s'y prendre. Première chose, ben je vais aller sur le site de Raspberry Pi. Je vais choisir Download for Windows. Sous Mac, vous allez être capable de faire la même chose. Je vais ouvrir le Imager et exécuter cette application. Et là, ben, je vais choisir un OS. Je vais avoir plusieurs options. Je vais y aller avec l'option classique, probablement la plus safe, à moins vraiment de savoir ce que vous voulez faire exactement. Après multiples essais, il y a plusieurs options d'OS qu'on peut choisir. Je vais y aller donc avec le Debian Bullseye. Debian est une distribution de Linux qui, à la base, fonctionne sur des ordinateurs de bureau, des laptops. Maintenant, c'est une version qui a été compilée spécialement pour Raspberry Pi. Le storage, ben, je vais venir choisir... Ah tiens, je n'ai aucun storage. Ce que je vais faire, c'est que je vais insérer ma carte micro SD dans mon ordinateur. Voilà. Je vais venir choisir ici la carte que je viens d'insérer. Et je ne vais pas faire Write tout de suite. Je vais aller dans les réglages avancés et je vais faire quelques petites choses. Parce que ça va être très, très important de configurer mon OS de Raspberry Pi pour que je puisse accéder sans brancher un clavier, puis une souris, puis un écran sur mon Raspberry Pi. C'est ça mon objectif présentement. Alors, je vais configurer mon Raspberry Pi pour qu'il se connecte automatiquement au réseau de ma maison. Le hostname, je vais laisser ça à Raspberry Pi. On pourrait le changer. Enable SSH, oui, je vais rendre ça tout à fait accessible, comme ça, en utilisant un mot de passe. On s'en servira pas tout de suite, mais on va s'en servir plus tard. Et ce qui va être important ici, c'est de choisir un nom d'utilisateur et un mot de passe. Alors, le nom d'utilisateur, ça va être Pi, et je vais choisir un mot de passe, donc Secure. Je vais configurer mon Raspberry Pi pour qu'il se connecte automatiquement à mon routeur de maison qui s'appelle Wireless Book 5G. En fait, il ne va pas se connecter à Wireless Book 5G, il va se connecter à Wireless Book tout court, parce qu'il ne peut pas se connecter au réseau de maison 5 GHz. Vous avez peut-être eu ce problème-là avec des microcontrôleurs. Si vous leur demandiez de se connecter sur la version version 5 GHz, c'est-à-dire une fréquence plus élevée que le 2.4 GHz
classique de votre réseau Wi-Fi domestique, ça ne fonctionne pas avec certains appareils parce qu'ils ne communiquent pas à cette fréquence-là. Donc, la plupart des petits appareils actuellement, mais je suis certain que ça va changer très bientôt, donc les microcontrôleurs, les ESP32 ou les Arduino MKR 1010 fonctionnent seulement à 2.4 GHz. Votre routeur a probablement deux bandes, 2.4 GHz et 5 GHz, pour que votre Raspberry Pi ou votre Arduino se connecte à votre routeur domestique. Il faut choisir le réseau à la fréquence plus traditionnelle de 2.4 GHz. Donc, ce ne sera pas un hidden SSID, je ne vais pas cocher ça. Le mot de passe ici, je ne vais pas vous le montrer, mais il est très bon. Et donc, le Wi-Fi Country, je ne sais pas exactement à quoi ça sert, mais je vais quand même choisir le pays dans lequel je me trouve présentement. Je vais garder les réglages par défaut. On me suggère un time zone America-Toronto. C'est correct, je vais vivre avec ça. Même que c'est exactement mon fuseau horaire. Skip First Run Wizard. Oui, je vais cocher ça. Donc, ce que ça va me permettre de faire, tous ces réglages-là, en fait, c'est de m'assurer que mon Raspberry Pi va se connecter à mon réseau de maison. Et une fois qu'il va être connecté à mon réseau de maison, je vais pouvoir y accéder en Remote Desktop à partir de mon ordinateur Windows. Alors, je vais sauvegarder ceci. Et je fais Write. Donc, ça va effacer la carte SD. Et on va attendre un petit peu que ça écrive l'image de l'OS Raspberry Pi sur la carte micro SD. Alors, le processus a duré un certain temps, je dirais 20-25 minutes. C'est terminé. Je suis prêt à sortir la carte SD et l'insérer dans mon Raspberry Pi et le démarrer. Donc, j'ai pas vraiment d'indications qui vont me permettre de savoir que le Raspberry Pi a vraiment terminé son processus de démarrage. Si je veux entrer en contact avec mon Raspberry Pi, qui est juste comme... il est en vie, là, il est allumé, mais j'ai aucun feedback. Il va falloir que j'entre en contact avec via le réseau, mon réseau local, et c'est pour ça que j'ai fait de la configuration au préalable. Donc, une façon de faire ça, ça va être d'utiliser le PowerShell de Windows. Si vous êtes sous Mac, vous allez ouvrir l'application Terminal pour faire ce genre de choses-là. Je vais utiliser une commande qui s'appelle ping. Ping, c'est vraiment juste pour envoyer, en fait, c'est comme un sonar, en fait, qui va envoyer un ping et qui va m'être renvoyé. Donc, l'idée, c'est de... le nom fait référence aux ultrasons ou aux sonars qui, donc, envoient un ping et ça va être réfléchi par un appareil sur le réseau. On peut envoyer un ping à n'importe quelle machine. On peut rentrer une adresse IP ici, comme ça, mais je ne connais pas l'adresse IP de mon Raspberry Pi. Mais quand je l'ai configuré, je lui ai dit, sur mon réseau local à la maison, tu vas t'appeler Raspberry Pi. Pi.local. Et là, je vais voir si mon Raspberry Pi a fini de démarrer. Je vais voir s'il répond. Je vois que Raspberry Pi m'a répondu. Ça a pris 7 millisecondes pour le premier paquet, ensuite 14 millisecondes pour le deuxième paquet, et ainsi de suite. Donc, le temps que ça prend, les latences sont tout à fait raisonnables. Je trouve ça un petit peu lent, mais comme c'est pas grave du tout pour qu'est-ce qu'on va faire. La seule chose qui m'intéresse, en fait, c'est de savoir que Raspberry Pi .local m'a répondu, donc il a fini de démarrer. À partir du moment où je sais qu'il existe, je vais pouvoir me connecter dessus et aller exécuter des commandes sur mon Raspberry Pi sans même avoir connecté de clavier ou de souris dessus. C'est fantastique. Avant d'utiliser la commande SSH pour me connecter à mon Raspberry Pi, petit résumé rapide de qu'est-ce que c'est une commande. Donc, dans un terminal comme le PowerShell de Windows, attention de ne pas utiliser le command prompt de Windows, c'est pas la même chose.
Donc le PowerShell de Windows ou les terminaux sur le Mac ou sur les différentes saveurs de Linux. L'idée, c'est d'entrer des commandes, ensuite avec des arguments. J'ai utilisé la commande ping et le premier argument de la commande ping, c'était l'adresse à laquelle je l'envoyais un ping. Maintenant, je vais utiliser la commande SSH et je vais me connecter à Raspberry Pi.local. Ça ne fonctionnera pas. Je ne serai pas capable de me connecter en utilisant ceci. User at raspberrypi.local's password. Cet utilisateur-là, user, n'existe pas sur le Raspberry Pi. Donc, il va falloir que je refuse que je reprenne mon authentification sur le Raspberry Pi. Je vais ajouter ici pi at, donc mon nom d'utilisateur, pi at raspberrypi.local. En fait, ça, c'est l'argument à ma commande SSH et ça va me permettre d'accéder à un terminal qui roule exactement comme si j'avais ouvert mon terminal sur le Raspberry Pi lui-même. C'est pas spécifique à Windows, vraiment pas. En fait, c'est plus spécifique ça vient de Linux historiquement, mais SSH, c'est universel, en fait. C'est accessible sur toutes les plateformes. Donc, on peut vraiment se servir de SSH partout. Donc, je peux entrer le mot de passe qui me sert, que j'ai entré dans les configurations de mon Raspberry Pi en faisant l'installation de la carte SD. Et là, maintenant, je vois que je suis vraiment sur Pi at Raspberry Pi. N'est-ce pas merveilleux? Parmi les commandes qu'on peut exécuter dans le terminal, dans le shell, il y a une commande qui s'appelle ls pour list. List, ça va me donner la liste des documents qui sont dans le répertoire dans lequel je me trouve. Donc, dans le shell, je suis toujours à l'intérieur d'un répertoire spécifique. Et ça, ce sont les documents qui sont déjà là. Si je veux savoir dans quel répertoire je me trouve, je peux faire pwd pour print working directory. Donc, à quel endroit dans l'arborescence des fichiers de mon ordinateur je me situe. Donc là, je suis présentement dans /home/pi. Sur les Mac, on a des dossiers qui s'appellent /users/ quelque chose avec notre nom d'utilisateur. Sous Windows aussi, je pense que c'est /users. Sous Linux, c'est dans /home qu'on met de façon standard les dossiers qui appartiennent aux différents utilisateurs et Pi est l'utilisateur qui est créé par défaut. Donc, moi, ça me satisfait. Maintenant, il y a une multitude de commandes sous Linux, en fait, sous le shell que je suis capable d'exécuter. Une qui est intéressante une fois qu'on est logué sur notre Pi, évidemment, c'est raspi config. Donc, raspi config avec un tiret comme ceci. C'est un outil de configuration pour plusieurs paramètres du Raspberry Pi. Je ne peux pas l'utiliser toute seule comme ça. J'ai besoin de la précéder d'une autre commande qui s'appelle sudo. Sudo pour super user do. C'est pour, en fait, exécuter cette commande-là, mais avec des privilèges d'administrateur. Donc, pour administrer des paramètres assez fondamentaux de notre Raspberry Pi, on ne peut pas juste exécuter la commande. Il faut rajouter sudo devant. Donc, comme ceci. Et là, il y a une multitude de réglages auxquels on a accès. Plusieurs petites choses dans System Options. On peut changer l'audio. Oui, si j'appuie sur Tab, je vais me retrouver en bas. Et là, je vais choisir un USB Audio, comme ceci, parce que j'ai branché ma petite interface USB sur mon Raspberry Pi 0.
Donc, au passage, la navigation ici, c'est avec les flèches en haut, en bas. Tab pour aller en bas complètement. Et Return pour aller à l'intérieur des sous-menus ou confirmer un choix. Donc, dans Interface Options, toutes sortes de choses qu'on peut activer, désactiver. Éventuellement, bon, le One-Wire Interface, les GPIOs, dépendant de ce qu'on branche sur notre Raspberry Pi, on va peut-être vouloir activer ces choses-là. Pour l'instant, je vais laisser tout par défaut. Et je vais quitter l'application. Une autre application qui est très très importante, c'est apt. Apt ou Aptitude, c'est le gestionnaire de paquets de Debian, la distribution Linux qui est installée sur les Raspberry Pi par défaut. On peut mettre celle qu'on veut, hein, si on a des préférences, mais par défaut, c'est apt. C'est Debian et on utilise apt. Ici aussi, il faut précéder de sudo. Et il faut mettre une sous-commande, comme par exemple install. Et là, une des choses qui va être bien importante, pertinente à faire, ça va être d'installer XRDP. C'est une application qui va nous permettre de faire du remote desktop sur notre Raspberry Pi. Donc, une fois que je vais avoir installé ça, je vais pouvoir, avec le gestionnaire de connexion Remote Desktop de mon Windows, me connecter à l'interface graphique de mon Raspberry Pi. Alors, on va voir tout le processus d'installation. XRDP est en train de télécharger, en fait, apt est en train de télécharger les différents paquets dont il y a besoin pour faire fonctionner XRDP. Il regarde dans la base de données des choses installées, patati patata, gestion de l'OS. Je le laisse aller. Donc, une fois que XRDP est installé, à partir de mon Windows, je peux utiliser Remote Desktop Connection, cet utilitaire-là. Vous pouvez aussi installer ce même utilitaire à partir du App Store sur les Mac. Donc, ça fonctionne. Je vais agrandir donc ça pour venir dire que je vais me connecter à raspberrypi.local avec l'utilisateur Pi. Et si je fais ceci, ben, je peux me connecter au desktop de raspberrypi.local. Je vais entrer mon mot de passe et être un peu patient. Alors, je vais changer un peu la configuration parce que c'est extrêmement lent présentement. Je me retrouve avec des images HD en 1920 par 1080. J'ai pas besoin d'avoir quelque chose d'aussi haute résolution que ça. Ça me demande beaucoup de jus, c'est extrêmement lent. Ce Raspberry Pi-là n'est pas particulièrement puissant. Donc, je vais quitter cette connexion-là et je vais retourner ici, Remote Desktop. Voilà. Je vais aller dans les réglages. Je vais mettre Pi ici. Et Display, là, plutôt que de mettre large comme ça, je vais mettre quelque chose de beaucoup plus... Tiens, pas besoin d'être plus grand que ça. On va aller en 800 par 600. Là, je vais avoir quelque chose de beaucoup moins ambitieux, mais probablement beaucoup plus réactif. Voilà, on le voit tout de suite. Donc, je suis sur le desktop. C'est comme si j'avais branché une souris, puis un clavier, puis un écran à mon Raspberry Pi. Je peux faire toutes les choses normales qu'on peut faire sur un Raspberry Pi. On peut installer des logiciels, on peut faire une multitude de choses. Et ben, une des choses qui va m'intéresser en particulier, ça va être d'installer des logiciels pour faire du son. Et pour faire ça, ben, je vais retourner dans mon shell, ici, et je vais encore une fois utiliser apt